vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, c'est toujours un plaisir d'être avec vous du lundi au vendredi avec Philippe David, hein, mon Philippe. Oh bah ça va très bien, ma Cécile. Je veux en fait, il répond jamais à ma question, c'est dingue. Hein. Mais si, ça va très bien. Oui, je vous ai pas demandé. Enfin, bon, c'est pas grave. Mais j'anticipe la question. Vous venez avec vos questions, j'ai avec mes réponses, comme disait Georges Marchais. Oui, exactement. Bah, écoutez, la prochaine fois, hein, on fera autrement. Quoi qu'il en soit, autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous, Mickaël Sadoun et Farid Temsamani. Et vous, au 0826 300 300, je vous souhaite la bienvenue. C'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est le vote du budget de la nation qui est en cause. Je tombe, le gouvernement s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y aura une tempête probablement assez grave et des turbulences graves. C'est pas le gouvernement qu'on censure. Derrière, c'est le pays qu'on met en danger, c'est le pays qu'on abîme. Le sujet, c'est pas l'intérêt des Français pour eux. Le sujet, c'est l'intérêt politique personnel et l'agenda personnel et politique. Des députés, finalement, des deux extrêmes, c'est-à-dire du Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National, menacent de censurer sur un texte issu d'un compromis parlementaire. Il faut bien que chacun comprenne l'irresponsabilité qu'il y a derrière. À toutes celles et tous ceux qui aiment la France, la République, je leur dis réveillons-nous. Réveillons-nous et empêchons ce qui paraît aujourd'hui inéluctable. Et donc la France va plonger dans l'incertitude avec la possible chute du gouvernement Barnier. Demain, ce sera une première depuis 1962. Notre pays devra peut-être démarrer 2025 sans budget, sans gouvernement, mais aussi sans majorité alternative visible à l'Assemblée nationale et sans dissolution possible. Alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, la France est en train de vivre une des pires crises politiques de la Ve République ? Ou est-ce que la classe politique vous semble prendre ses responsabilités ou fait-elle preuve d'irresponsabilité ? Et à cette question, à qui incombe la crise politique actuelle ? Vous dites à 95% à Emmanuel Macron, à 4% au Nouveau Front Populaire, à 1% à Marine Le Pen et à moins de 0,5% à Michel Barnier. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et nous sommes très heureux d'accueillir Olivier Roucan avec nous, politologue, constitutionnaliste et enseignant-chercheur associé au CERSAC et le Centre d'études et de recherche en sciences administratives et politiques de Paris 2. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Philippe Bilger. S'il y a une évidence, c'est que la France vit en effet une crise politique et c'est un faible mot. Mais je profite de la présence d'Olivier Roucan pour ajouter ma voix modeste à ce pourcentage impressionnant des auditeurs de Sud Radio. Je pense qu'ils ont raison lorsqu'ils imputent la responsabilité quasiment exclusive de la catastrophe actuelle au président de la République. Et je voudrais juste questionner Olivier Roucan, qui répondra bien sûr tout à l'heure, sur le point suivant. J'entends dire par quelqu'un comme Franck Louvrier qu'en réalité, ça n'est pas la dissolution qui est la cause de tout, puisque de toute manière, le pouvoir aurait dissous un jour ou l'autre, et notamment dans la période budgétaire. Mais il me semble que si le pouvoir avait dissous, non pas de manière ludique, comme il l'a fait, mais de manière lucide et politique, au moment de la période budgétaire, nous n'aurions pas une Assemblée nationale aussi éclatée dans des forces totalement antagonistes. Et j'aimerais beaucoup avoir votre idée là-dessus. On va en parler dans un instant. Voilà. Moi, je n'imputerai pas exclusivement la situation à Emmanuel Macron pour la bonne raison que je pense que suite à la dissolution, les choses auraient pu se passer différemment. Donc je ne pense pas que la dissolution soit l'unique raison de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Évidemment, cette dissolution était une décision incongrue, peut-être même stupide d'Emmanuel Macron, probablement guidé par un ego et le fait qu'il s'était pris, désolé de le dire comme ça, mais une tôle aux européennes et les 3 personnes autour de lui évidemment. Mais je pense quand même que les torts sont aussi partagés entre Barnier et le Rassemblement National. Pourquoi ? Parce que Barnier n'a pas pris acte du fait que sa majorité, sa coalition était composite et qu'elle se basait largement sur l'assentiment du Rassemblement National. Donc il aurait dû plus les mettre dans la boucle, entre guillemets, et il l'a pas fait. Et du côté du Rassemblement National, je pense qu'il y a aussi des demandes un petit peu excessives d'un point de vue budgétaire et irréalistes d'un point de vue politique. Donc ils auraient dû eux aussi composer, ça leur aurait été profitable politiquement parce qu'ils se seraient mis au centre de l'appareil parlementaire. Farid Temsamani. Pour moi, la responsabilité incombe totalement au président de la République. Il perd. Ça a été dit, les élections européennes. On sait pertinemment qu'à ce moment-là, la France, elle est fracturée, elle a donné déjà son avis, il a perdu son camp
le camp présidentiel avait véritablement perdu. Il n'y avait aucun intérêt à dissoudre à ce moment-là, précisément. Effectivement, et même stratégiquement, il aurait été mieux informé de dissoudre une fois que le budget finalement est censuré, et à ce moment-là, rejeter la responsabilité aux oppositions et de manière à avoir probablement une majorité peut-être un peu relative à l'Assemblée. Moi, je pense que ce que l'on vit est historique. Ça a été, on s'en souvient pas, j'étais pas né, mais en 62, effectivement. Dans le mauvais sens du terme, hein, bien sûr. Tout à fait. Pompidou qui tombait en 62. Je pense qu'en fait, c'est un peu du même ordre. Et lorsque j'entends des ministres, des députés, aujourd'hui du socle, comme on dit, commun, se dire que c'est la nation qui est en danger, moi je les ai pas beaucoup entendus lorsque les gilets jaunes sont sortis dans la rue. Là, bizarrement, on n'entendait pas beaucoup la responsabilité vis-à-vis de ces Français, ou alors lorsque les Français sortaient dans la rue, notamment pour la réforme des retraites. Moi je trouve que c'est assez incongru pour eux, en tout cas, de réclamer, de dire que la France est en danger ou quoi que ce soit. Je pense qu'on va y passer et qu'il faut y passer. Et on verra d'ici la prochaine dissolution, les prochaines législatives. Alors, Olivier Roucan, Philippe Bilger, vous avez posé une question. Vous avez également des commentaires, des vraies voix. Répondez déjà à Philippe Bilger qui trépigne sur son fauteuil. Non, mais vous pouvez même répondre aux autres. Il n'y a pas de problème. Merci Philippe Bilger, c'est trop sympa. Eh bien, je pense que Emmanuel Macron a énormément de responsabilités dans ce qui se passe, mais je remonterai à avant la dissolution. Parce que il a des pouvoirs propres, le président, qui lui permettent d'arbitrer pour que les institutions fonctionnent le mieux possible. Un de ses pouvoirs propres, c'est la nomination d'un Premier ministre. Et il a changé Elisabeth Borne trop tôt. Et il a privé, donc, il s'est privé d'une correction du résultat des européennes par le biais d'un changement de Premier ministre. Ce qui fait qu'ensuite, cet outil étant usé, il utilise la dissolution et tout le monde dit c'est un contretemps, c'est un contre-emploi, ce n'est pas compris. Et cela donne le résultat que l'on sait au printemps dernier. Et ensuite, le sens de ce vote, si vous voulez, n'a pas du tout été pris en compte. Parce que ce vote, il dit quoi? Il dit au second tour, c'est un mouvement, parce que rappelons que c'est une élection qui a fortement mobilisé les électeurs, donc c'est quand même un mouvement d'opposition au Rassemblement national. C'est le Front républicain qui gagne le second tour, avec toutes les difficultés que ça pose. Hein. C'est tout sauf naturel pour des électeurs de faire ça. Et ça, c'est rayé d'entrée de plume, parce qu'on nomme un Premier ministre qui d'emblée apparaît comme étant très à droite, mais surtout se place quand même dans une volonté d'intégrer pleinement les désirata du Rassemblement national, jusqu'à ces jours-ci du reste. Et deuxièmement, c'est même un contresens, tout ce qui se passe et tout ce qu'Emmanuel Macron décide alors par rapport au premier tour. Parce que le premier tour, les seconds qui arrivent en tête, c'est le NFP, après le RN. C'est pas la coalition Ensemble. Donc on n'a pas tenu compte du tout, finalement, dans ces décisions successives, à la fois du souci de régulation institutionnelle et ensuite de l'expression, je dirais, du vote des citoyens. Donc il est normal que nous arrivions ensuite à cette succession, je dirais, de faits assez délétères et à une large incompréhension. Le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300, direction Marseille. Bonsoir Johan. Bonsoir les vraies voix. Bonsoir Johan. Bonsoir. Alors, c'est la faute à qui? La faute à pas de chance ou la faute à quelqu'un? Alors, une personne en particulier, ce serait compliqué à déterminer. Je pense qu'il y a une succession de choses. Mais en dernier recours, le plus responsable pour moi, c'est Michel Barnier. Ah bon? Et pourquoi? Ouais, je pense que il a fait une grosse erreur stratégique en envoyant sur un 49.3 pour cette loi. Je pense qu'il aurait eu tout à gagner en faisant voter le budget, même si le budget aurait été rejeté, mais ça aurait plus incombé la responsabilité au parti de l'Assemblée, plus qu'à essayer de déterminer qui est responsable ou pas, ou qui a été écouté ou pas. Oh. Johanno va faire réagir. Mickaël Sadoun Dodeliné. Oui.
Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et puis la reconduction en plus du budget de l'année dernière aurait pas été une catastrophe du point de vue financier parce que les dépenses ont quand même augmenté cette année. D'ailleurs, c'est assez drôle que ce soit fait par un gouvernement de droite, mais c'est ainsi. Je suis assez d'accord. Michel Barnier, s'il avait vraiment voulu montrer son intérêt pour, je dirais, la responsabilité collective et le destin de la France, aurait peut-être assumé de se faire réprouver par le Parlement. Olivier Roucan, peut-être une... Pour répondre à Johan ? Non, je pense qu'après Emmanuel Macron, s'il y a un ordre des responsabilités, c'était toujours difficile quand même à établir. Je pense que le Rassemblement national et sa chef arrivent en numéro 2. C'est quand même elle qui décide, c'est une décision qu'elle prend, de voter cette censure contre d'ailleurs des déclarations précédentes et une posture qu'elle avait décidée. Et alors que, puisqu'on parle de Michel Barnier, il a quand même fait beaucoup de concessions au Rassemblement national. Il a pris la peine de négocier, ce qui n'était pas du tout la pratique des premiers ministres précédents. Donc il y a eu quand même une évolution dans la gouvernance et dans le gouvernement du pays en jouant davantage, quoi qu'on en dise, le jeu parlementaire. Et ceci ne bénéficiera en rien à ce Premier ministre, qui en plus, rappelons-le quand même tout le temps, a dû faire un budget en très peu de temps. Et donc, dans des conditions difficiles. La responsabilité numéro 2, c'est celle du Rassemblement national et il va devoir, ce parti, l'assumer par rapport à ce qui pourrait se passer ensuite. Philippe Bilger. Vous ne trouvez pas, Olivier Roucan, qu'au contraire, à partir d'une empathie initiale, puisqu'il avait même téléphoné à Marine Le Pen pour la rassurer après les propos d'Armand, le Premier ministre a donné l'impression, pardonnez-moi l'expression, de snobber le Rassemblement national. Il n'avait jamais reçu Marine Le Pen et donc à partir du moment où il était exclu qu'il obtienne quelque chose de la gauche et de l'extrême gauche, est-ce qu'il n'aurait pas dû négocier très tranquillement avec le Rassemblement national, ce qui n'aurait pas donné l'impression à la fin de cette espèce de cavalcade précipitée où il paraissait se soumettre à l'épée de Damoclès du Rassemblement national? Je pense que vous dites qu'il était exclu qu'il obtienne quoi que ce soit de la gauche. Il n'a fait aucun effort dans tous les cas pour obtenir. Il n'a pas du tout discuté. Et ça, quand même, c'est un problème aussi. Mais enfin, passons. Il n'est pas masochiste. Par rapport au RN, rappelons l'ordre d'arrivée au premier tour des législatives. Mais par rapport au RN, j'y reviens. Je pense que Michel Barnier a quand même fait des efforts, quoi qu'on en dise. Alors, il y a quand même, c'est un Premier ministre, il est à la tête d'un gouvernement. Il ne va pas passer son temps à co-diriger le pays en téléphonant ou en recevant une chef de parti, ou dans tous les cas, qui a décidé, le leader de cette tendance, qui a décidé de ne pas participer à l'exécutif. Il faut quand même pas... Il y a quand même une distinction à la fois des pouvoirs et puis une hiérarchie. Donc je pense que Michel Barnier, qui en plus appartient à une époque où il y a une volonté d'incarner et de représenter en mettant un peu de distance par rapport à la mêlée, je pense qu'il ne pouvait pas aller beaucoup plus loin dans la considération qu'il portait au Rassemblement national et à ses représentants. Farid Temsamani court. Oui, Olivier Roucan précise justement en début que le NFP est arrivé second finalement, et il n'a pas été pris en considération. Donc, c'est tout à fait normal, d'une certaine manière, et notamment sur le fait que le Rassemblement national a été battu aux élections législatives sur un front républicain. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Donc, le Premier ministre Barnier, en réalité, est complètement coincé parce qu'il discute avec des gens, ou en tout cas avec un parti qui, certes, est impressionnant à l'Assemblée, mais surtout sur lequel il y a eu un barrage. Donc, c'est un peu contradictoire d'une certaine manière. Et aujourd'hui, il en paye le prix. Allez, 0826 300 300, Marie-Christine est avec nous. Votre réflexion, oui. Marie-Christine. Ah bien, écoutez, vous me permettrez de m'excuser par anticipation auprès de vos invités, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux quant aux responsabilités, parce que bon, on est bien d'accord que
le premier responsable, c'est bien Macron. Mais ensuite, on a un peu tendance à confondre cause et conséquences. Avant d'arriver à la situation d'aujourd'hui, après la dissolution, il y a quand même eu des alliances contre nature qui ont eu pour conséquence le chaos. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. La droite a voté avec l'extrême gauche. C'est absolument scandaleux. Nous avons des députés qui sont complètement irresponsables. Et c'est eux qui sont à l'origine de tout ça. Alors maintenant, on dit oui, mais c'est Barnier, mais c'est... Non, mais tout ça, ce sont des conséquences. Quant à M. Barnier, il a été nommé par M. Macron pour une raison très simple. Il faut arrêter de dire que c'est parce qu'il est de droite, mais simplement parce qu'il est européaniste comme M. Macron, et qu'il est dans la ligne droite de M. Macron dans sa volonté de dissoudre la France dans un magma européen. Oui, Farid, est-ce que les lignes sont floues ? Elles sont complètement floues, et notre auditrice a complètement raison. À partir du moment où en fait vous faites un front républicain, vous ne pouvez pas le lendemain faire comme si ça n'existait pas. Je rappelle que sans ce front républicain, le Rassemblement national probablement aurait une majorité à l'Assemblée. Et ça, il faut pas l'oublier. Oui. Aujourd'hui, ça n'est que la conséquence en réalité de ce trouble jeu. Et les Français, à mon avis, en fait, aujourd'hui, le voient très clairement. On pourrait même se poser la question. Réponse très courte, Olivier Roucan. C'est la vengeance du front républicain, la censure ? Non, c'est un état de désordre qui caractérise aujourd'hui la vie parlementaire et qui va durer encore quelque temps. Donc, il n'y a pas de vengeance là-dedans, c'est un état de fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, Olivier Roucan, d'avoir été avec nous, un politologue constitutionnaliste et enseignant-chercheur associé au CERSA, c'est le Centre d'études et de recherche en sciences administratives et politiques de Paris 2. Merci de nous avoir accordé votre temps, et puis c'est l'heure d'enfiler le costume de Père Noël. Ouais, exactement. D'offrir du bonheur, même si on vous en offre pendant au moins 2 heures tous les jours. N'exagérons rien, mais bon, quand même.